Nous allons voir maintenant quelques dérivés des eaux. Alors, on a ce qu'on appelle les dérivés amines d'oses biologiques. Deux osamines ont un intérêt biologique particulier, la glucosamine et la galactosamine, où un OH est remplacé par une fonction amine. La fonction amine est souvent acétylée pour donner une N-acétylglucosamine ou N-acétylgalactosamine. Les osamines sont des constituants des glycolipides et des glycosaminoglycanes. On a également les dérivés acides d'oses biologiques avec par exemple l'acide aldonique et le glucono-delta-lactone est une lactone, donc un ester cyclique dérivé de l'acide gluconique. Le glucono-delta-lactone diffère du glucose seulement par un groupement alcool qui est oxydé en aldéhyde, c'est au carbone numéro 1, et il possède également lui aussi une saveur sucrée. Nous avons aussi ce qu'on appelle les acides uroniques, qui sont des composés chimiques obtenus par oxydation du dernier carbone des oses simples, oses acides. Ils entrent dans la composition des glycosaminoglycanes, qui sont des constituants essentiels des matrices extracellulaires. Les acides uroniques peuvent se complexer avec des molécules toxiques pour l'organisme et permettre leur élimination. On appelle ça à ce moment-là, cette association s'appelle donc des uronos conjugués. On a aussi l'exemple de l'acide sialique, du grec sialos qui veut dire salive, qui est un dérivé d'un ose à 11 atomes de carbone. L'acide sialique peut représenter aussi bien l'acide N-acétylneuraminique que l'on rencontre chez l'être humain que toute une série de substances apparentées à l'acide N-acétylneuraminique. L'acide N-acétylneuraminique est un constituant caractéristique des sucres aminés qui jouent un rôle dans les interactions intercellulaires. L'acide sialique sert entre autres de protection des protéines contre leur dégradation par les protéases. Les sucres ont des conformations qui sont variables. Les furanoses et pyranoses, exemple le fructose, donc est à 67% sous forme pyranose et 33% du furanose. Et en fonction des représentations qu'on peut faire, on parle de conformation en chaise ou en bateau, qui sont d'ailleurs, conformation en bateau, qui sont d'ailleurs généralement moins stables que la formation en chaise. On peut donner aussi comme exemple la vitamine C, donc, ou acide ascorbique, donc A privatif, donc empêche le scorbut. Le déficit en vitamine C a entraîné effectivement cette maladie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C a une structure qui est très proche du glucose et pourtant n'est pas synthétisée par l'organisme et est nécessaire en faible quantité. C'est une vitamine qui est hydrosoluble. Seule la forme, elle, est active. C'est un monoacide car elle a un seul hydrogène mobile. Sa fonction N-diol est tout à fait caractéristique. La vitamine C a un pouvoir très réducteur, donc elle est donc facilement oxydable en acide déhydroascorbique qui est aussi biologiquement actif, comme représenté dans la figure de la diapositive. Donc son rôle biologique est extrêmement important, c'est le coenzyme de la prolylhydroxylase qui intervient dans la synthèse de l'hydroxyproline. Elle intervient aussi dans la synthèse des stéroïdes, donc, et sa carence entraîne des anomalies de la synthèse du collagène, la fragilité des parois vasculaires, comme on l'observe dans le scorbut. Il ne faut pas oublier que la vitamine C permet aussi de lutter contre les radicaux libres de l'oxygène. Les osides.
Alors, quelle est leur définition? Les osides, en fait, sont des molécules qui donnent par hydrolyse deux ou plusieurs molécules d'ose. Ces oses peuvent être identiques ou différents les uns par rapport aux autres. Alors, le mode de liaison des oses peut être différente. Deux oses sont unies entre eux par une liaison osidique ou glycosidique pour donner un diholoside. Et selon le mode de liaison des deux oses, le diholoside est non réducteur ou réducteur. Alors, quand le diholoside est non réducteur, on parle de liaison osido-oside. Il y a alors condensation de la fonction hémiacétalique de chaque ose par une liaison osido-oside. Lorsque le diholoside est réducteur, on parle d'une liaison osido-ose. Il y a condensation d'une fonction hémiacétalique d'un ose avec une fonction alcoolique d'un second ose par cette liaison. Il reste donc le diholoside avec un hydroxyle hémiacétalique libre, responsable du pouvoir réducteur de la molécule. Le diholoside réducteur avec une liaison osido-ose, donc il y a à ce moment-là condensation d'une fonction hémiacétalique d'un ose avec une fonction alcoolique d'un second ose par une liaison osido-ose. Il reste donc le diholoside avec un OH hémiacétalique libre, responsable du pouvoir réducteur de la molécule. L'association de deux oses donne un diholoside de trois oses, enfin, on va donner un triholoside, etc., en fonction du nombre d'oses qui sont liées les uns par rapport aux autres. Alors les principaux diholosides, donc on a par exemple le maltose, qui est un produit d'hydrolyse obtenu lors de la digestion des polyosides, tels que l'amidon ou le glycogène, par les enzymes que sont les amylases. Il est formé par l'union de deux molécules de glucose unies en alpha-1,4. C'est un oside donc qui est réducteur et en fait il est hydrolysé par définition en deux molécules de glucose par une enzyme spécifique qui logiquement porte le nom de maltase. Le lactose, donc comme son nom l'indique, il est présent dans le lait de tous les mammifères. C'est un diholoside réducteur constitué d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose, unies par une liaison bêta-1,4-osidique, comme représenté dans le schéma de la diapositive. Le saccharose, c'est un diholoside non réducteur, c'est le sucre de table, très répandu dans les végétaux. Le saccharose a un pouvoir rotatoire d'extrogir. Par hydrolyse, il va donner naissance à un mélange lévogir. Ceci s'explique car dans le mélange, le pouvoir rotatoire lévogir du glucose, donc qui est de moins 92 degrés, est supérieur au pouvoir d'extrogir du glucose qui est seulement de 52 degrés en positif. Cette propriété a valu au mélange le nom de sucre interverti. Le saccharose est hydrolysable par voie enzymatique avec une alpha-glucosidase ou une bêta-fructosidase. Alors, l'hydrolyse enzymatique des osides ou des polyosides est réalisée par des osidases qui sont spécifiques, donc de la nature de l'ose, de la configuration anumérique alpha ou bêta de la liaison osidique, de la dimension des unités attaquées dans le polyoside. Donc, lors de la digestion, l'amidon, qui représente la moitié des glucides absorbés par l'alimentation chez l'homme, nécessite dans le tube digestif différents enzymes spécifiques, donc on appelle les alpha-amylases, alpha-1,4-glucosidase. Elles agissent à n'importe quel point de la chaîne, mais sur les liaisons alpha-1,4 pour donner des molécules de maltose et des dextrines. Il existe une amylase salivaire peu active, car elle est inactivée par le pH acide de l'estomac, et surtout, celle qui est très active, c'est l'amylase pancréatique.
L'enzyme débranchant, ou alpha-1,6-glucosidase, donc scinde, elle, la liaison alpha-1,6-glucosidique, c'est-à-dire les points de branchement de l'amidon. Il est présent plutôt dans la bordure en brosse de l'intestin. La maltase et donc tous les maltoses obtenus précédemment sont hydrolysés en 2 molécules de glucose par cette enzyme dont nous avons déjà parlé. Le saccharose, le lactose et le maltose sont les constituants alimentaires les plus courants. Le saccharose et le lactose sont trouvés respectivement dans le sucre de table et le lactose dans tous les produits laitiers. Nous allons maintenant parler des polysaccharides complexes. La cellulose est bien sûr retrouvée dans les végétaux. C'est un glucide constitué d'une chaîne linéaire de molécules de déglucose, donc qui peut comporter entre 200 et 14 000 glucoses en fonction de sa nature et en fonction du type de végétal dans lequel il se trouve. Il est principalement présent dans la paroi des cellules des végétaux et la caractéristique, c'est que la cellulose ne peut pas être digérée par l'homme qui ne possède pas les enzymes nécessaires à celle-ci. Le glycogène est un glucide complexe, donc c'est aussi un polymère du glucose. Il consiste en une chaîne de glucose liée en alpha 1,4 et en branché en alpha 1,6 tous les 8 à 12 résidus. Donc il est utilisé par les animaux et l'homme en particulier pour stocker de l'énergie, donc principalement dans le foie et dans les cellules musculaires, au même titre que l'amidon pour les végétaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le glycogène du foie est facilement échangeable pour permettre de maintenir la glycémie constante, alors que le glycogène du muscle est plutôt utilisé localement en fonction des besoins en énergie musculaire, c'est-à-dire en fonction de l'effort musculaire du moment. Donc, la structure du glycogène est représentée ici. Donc, c'est un polymère formé par des molécules de glucose liées par une liaison glycosidique en alpha 1,4 avec des branches qui sont formées par des liaisons glycosidiques en alpha 1,6, tous les 10 résidus environ. Son extrémité est réductrice grâce au groupe hydroxyle OH sur le C1 libre, donc une seule pour une molécule de glycogène. Alors, le glycogène est une importante source d'énergie. Chez les animaux, glycogène et acides gras sont les sources les plus importantes d'énergie, mais les acides gras, contrairement au glycogène, ne peuvent pas être convertis en glucose, ce qui est nécessaire par exemple pour le fonctionnement cérébral. Et on sait qu'une absence de glucose pendant plus de 3 minutes au niveau cérébral entraîne la mort de celui-ci, du cerveau. L'utilisation des acides gras dans le muscle pour tirer de l'énergie est très lente par rapport à celle du glycogène. Hydrolysé en glucose peut être utilisé très vite. Et les acides gras fournissent de l'énergie seulement en aérobiose, au contraire du glycogène qui, par la glycolyse, peut aussi donner de l'énergie en anaérobiose. La structure très branchée du glycogène permet d'obtenir des molécules de glucose très rapidement. Donc, c'est ce qui explique que sa structure est décrite comme telle. Les voies opposées de synthèse et de dégradation du glycogène sont présentées ici, c'est-à-dire que la glycogène phosphorylase catalyse la dégradation du glycogène en présence d'orthophosphate inorganique. Cette dégradation présente de multiples avantages. Donc d'abord, le glucose libéré est phosphorylé. Deuxièmement, pour les cellules musculaires, le glucose 1-phosphate ne peut diffuser hors de la cellule, alors que le glucose en est capable. C'est-à-dire qu'en fait, ce glucose sera directement utilisable
par la cellule musculaire s'il est phosphorylé. Le glucose est activé par l'UTP en UDP glucose pour permettre la formation de glycogène par la glycogène synthase. On peut opposer en termes de structure glycogène et cellulose. Donc le glycogène est une réserve dans le règne animal, donc principalement dans le foie et le muscle. Il a une structure proche de l'amylopectine. Son poids moléculaire est très élevé et c'est un enchaînement de déglucose. La ramification du glycogène se fait sous forme de liaison alpha 1,6, donc à l'extérieur avec des chaînes de 10 à 15 glucoses, et à l'intérieur de la molécule qu'il faut s'imaginer dans l'espace avec des chaînes de 3 à 4 glucoses. La cellulose, elle, par rapport au glycogène, a un poids moléculaire qui peut varier de 200 à 400 000. Ce sont des chaînes d'anhydroglucose avec des anomères bêta non attaquables par le sucre digestif de l'homme. Par contre, elle peut être utilisée par les cellulases des ruminants, comme les bovins ou les vaches. Alors, les glycosaminoglycanes font partie de la matrice extracellulaire. Ils ont des propriétés de rigidité. Ils sont fortement hydratés. Ils possèdent aussi des propriétés de viscoélasticité, lubrifiant et absorbant des chocs. On les trouve dans différentes structures nécessitant d'avoir ces propriétés, par exemple au niveau des cartilages osseux.